C'est avec beaucoup d'honneur qu'avec des camarades là, qui sont présents dans l'assistance, qu'on vient ici avec vous partager notre parole. Cette rencontre, c'est le fruit d'une rencontre autour de la Fondation France Panan, quand on était en Martinique. J'ai pu rencontrer Jérémy avec ce collectif-là, Vous autres pas seuls. Moi, j'ai été très admiratif et je savais qu'en venant ici un dimanche, je ne suis pas le plus pressé à venir à des mobilisations le dimanche, moi, personnellement. Je ne sais pas pour vous, hein, mais j'avais aucun doute sur la rigueur et la pédagogie de leur travail, et notamment ce fameux rapport où j'ai pris plaisir à le survoler, en lire un peu et en apprendre. Voilà, je pense pas que. Enfin, ce soir, on a eu beaucoup d'éléments techniques avec beaucoup de rigueur. Bon, je vous demande d'être bienveillant avec moi parce que je pense pas que j'aurai la même rigueur que mes camarades qui sont passés juste avant. Mais c'est de ce qu'on dit chez nous en Océanie, apporter une parole et compléter quelque part ce panier et participer à cette formation d'une conscience collective sur ce qui se passe sur nos territoires. Voilà, peut-être la parole qui aujourd'hui, j'espère apporter que vous repartirez chacun et chacune chez vous avec ces éléments-là. Donc, la Kanaki, c'est ce territoire du Pacifique. Je prends plaisir à rappeler que oui, nous existons, l'Océanie. J'ai entendu la camarade dire, voilà, l'Océanie, on arrive bien souvent en retard dans l'e-sport, dans les mouvements de libération. L'Océanie est souvent mise en marge. Que ce soit les grands mouvements des années 60, 70, personne n'en parle, on ne sait pas trop ce qui s'y passe et on ne veut pas s'y intéresser forcément. Et moi, ce que je rappelle ici, et c'est un grand honneur de prendre la parole spécialement ici sur ce syndicat-là qui est solidaire, qui nous ont tendu la parole, qui nous ont tendu beaucoup de la main au moment où on a eu le soulèvement de mai dernier. Donc c'est prendre la parole pour tout simplement dénoncer puis dire à cette conscience nationale que le colonialisme qui s'y joue là-bas, c'est un colonialisme français. Oui. On ne vous parle pas d'un colonialisme. Les mêmes rangers qui viennent pétiner le sol en Kanaki, ce sont ceux qui traversent au boulevard haussmannien, qui sont à Raspail, qui sont ici à Magenta, à République. Ce sont les mêmes. Qui sont en Martinique et en Guadeloupe. Chez nous, c'est 30% des effectifs gendarmes qui ont été mobilisés. C'est 11 militants kanak qui ont pris des balles dans la tête. C'est pas le flashball. Il y a un autre rapport. Et quand on vient ici prendre la parole, alerter là-dessus, on vous dit, ça se passe chez nous, ça va venir, ça va bientôt se passer chez vous aussi. Donc c'est peut-être ce petit rôle voilà, d'alerter sur les dérives d'un pouvoir qui va user de plus en plus de la force et de réprimer. Et ça va arriver très vite sur vos mouvements sociaux ici, sur le territoire national. Donc pour parler sur la structure économique de notre pays, ça a été très brillamment explicité par les intervenants avant moi. Voilà, la Kanaki, on peut toujours dire qu'on est devant une économie de comptoir avec ce qu'on appelle de l'exclusivité au niveau, et on va le justifier par une taille de marché assez restreinte. Il faut savoir que les grandes fortunes qui sont créées en Kanaki, la plupart sont héritières de l'accaparement des terres. Certains d'entre eux descendent tout simplement de ce qu'on va appeler les colons feuillés, qui vont pouvoir faire le café sur les terres. Il faut savoir qu'en Kanaki, vous avez ce qu'on appelle la Grande Terre et les trois îles. Sur les trois îles, dont je suis originaire, on a eu cette chance d'avoir été classé comme réserve intégrale. Ce qui ne sera pas le cas pour cette grande terre-là. Quand on nous parle des colonies en Cisjordanie, des réserves, nous, pour le peuple kanak, nous, ça nous parle. Quand on marche avec nos frères palestiniens, ça nous parle parce que être parqué, avoir ce rapport-là à la terre, être parqué, être privé de ces terres, de pouvoir cultiver, de pouvoir y vivre, dignement, ça, le peuple kanak l'a rencontré. Je vais souvent citer un chiffre qui fait beaucoup parler parce que ça renvoie à l'histoire. Mais on est tous héritiers et héritières de ces histoires-là. C'est tout simplement le seuil dramatique que la population kanak, certains anthropologues
vont estimer par rapport à des travaux d'archéologie et d'anthropologie la population kanak à 150 000 en 1853, au moment des contacts et de la prise de possession par la France sur cette terre qu'est la Kanaki. En 1900, en 1917, le peuple kanak n'est plus que 21 000. Elle a perdu 82% de sa population. C'est un chiffre que je tends souvent pour regarder, mais c'est certains qui vont arriver à ce moment-là en Kanaki vont dire, mais enfin des anthropologues vont vouloir faire des travaux de recherche, hein, qui est le plus connu, il s'appelle Maurice Lénart, et il aura comme réponse du gouverneur, mais pourquoi vous venez étudier cette population? Cette population, elle a amené à disparaître. Moi, ça m'a fait quelque chose de particulier en allant en Martinique et en regardant des façades et des montagnes et des noms qui rappellent la mémoire d'une civilisation qui a complètement disparu, qui a presque disparu qui a, par ces chocs microbiens, par la violence, les répressions. Non, voilà, le peuple kanak a essuyé ces répressions. Devant ça, c'est une économie de comptoir. Je vais revenir sur le modèle économique. C'est une économie de comptoir qui va, pour reprendre les mots pour reprendre une analyse de Frantz Fanon avec un vocabulaire marxiste, la superstructure va former un seul tenant avec l'infrastructure. C'est-à-dire qu'en Kanaki, littéralement, les inégalités de richesse, elles se dédoublent sur l'origine ethnique. C'est littéralement ça. Et pour parler, aussi, ça va se manifester aussi d'un point de vue spatial. C'est-à-dire que vous allez avoir un sud avec la capitale majoritairement blanche qui va accaparer toutes les richesses de ce territoire. Et vous allez voir sur la Grande Terre plutôt le flanc nord et les îles qui vont, eux, être en marge de ce développement. Enfin, disons que c'est plutôt de ce pillage. Hein. Mais ici, il est question de savoir quelles sont les formes de lutte et de stratégie qu'a adopté tout simplement le peuple colonisé pour essayer de faire face à ce système de pillage, cette économie de rançon. Et je vais rappeler que le peuple kanak d'abord va alterner par moments les voies institutionnelles et le rapport de force. En regardant l'histoire, on est forcé de constater que la plupart des grandes avancées pour essayer de tout simplement toucher à une part du gâteau de notre propre pays, elle a été obtenue par le rapport de force. Les institutions, la voie de la réforme, celui de rentrer, de jouer le jeu politique par les partis, n'ont pas emmené grand-chose. La première grande victoire pour moi du monde indépendantiste, c'est l'impôt, c'est aberrant, hein, mais vous savez que l'impôt sur le revenu en Kanaki, il ne vient qu'en 82. C'est le gouvernement de notre défunt leader qui était par la suite le président du FNKS, Jean-Marie Tjibaou. Il avait fait une coalition avec des modérés de la FNSC et puis d'un seul parti de droite, d'un seul élu de droite du RPCR, et ils avaient réussi à constituer ce gouvernement-là pour essayer de poser la question de comment répartir la richesse sur ce territoire. Dès le début, pour nous les Kanaks, c'était clair, c'est que le problème de ce pays-là n'était pas sa capacité à créer de la richesse, mais bien évidemment à la répartir. Et devant ce défi-là, le mouvement qui était à la base autonomiste va trouver d'autres chemins que une certaine radicalité vers l'indépendance. Moi, je trouve j'écoute avec beaucoup une certaine étonnement quand j'arrive. Je dis qu'on n'a pas forcément tous les mêmes réalités, mais je suis assez stupéfait d'entendre sur certains discours de mes frères des autres territoires de colonies qui croient encore à la réforme, qui croient au statut de l'autonomie. Je veux dire, aujourd'hui, on a le statut de la Guyane et de la Guadeloupe qui est en train de discuter. On a nos frères corses dont les dossiers sont devant la commission à l'Assemblée nationale.
nous croyons ce qui a été très justement dit juste avant moi, par intervention de la camarade, nous ne croyons pas que la réparation va l'obtenir de cet État. On n'en a plus rien à attendre de cet État-là. Pour nous, la voie de l'indépendance, et je respecte le choix qui sont faits par notre frère, on a nullement, il n'est pas là question de leçon, bien évidemment, mais de dire, moi, j'ai quand même une certaine, je suis interrogé par quand même cette force de quand même y croire. En Kanaki, le territoire, on discutait grâce à, avec Mireille, on avait fait une intervention avec les camarades Oxfam devant l'Assemblée nationale. Et je voyais une certaine méconnaissance en parlant parce qu'on me disait oui, mais quel être l'impact du budget sur du budget sur la Kanaki. Et ben c'est justement en usant de ces artifices, et ça c'est un combat qui a été permis par la revendication indépendantiste. La Kanaki, elle perçoit ses impôts. Elle a une disposition constitutionnelle avec une loi organique qui vienne en application qui lui permet d'avoir ses recettes fiscales. Moi déjà, pour moi, ça doit être le plateau pour tous les autres territoires et colonies. Je veux dire, on peut pas venir vous marteler que vous êtes des assistés ou toutes ces choses. Si on n'a pas concrètement, on ne sait pas ce qui rentre et ce qui sort de l'appareil. C'est aberrant de voir, oui, il y a des subventions, on aide, on est devant un discours de technocrate qui est produit et qui fait que on efface tout, une certaine clarté, une certaine transparence tout simplement pour le citoyen devant les flux entrants et sortant du territoire. Et qu'on se le dise, et je pense que c'est ça qui est de surcroît appuyé, c'est que nos territoires, la France, par nos territoires, elle se targue d'être la deuxième façade maritime au monde, avec ses 9 millions de kilomètres carrés de ZEE, derrière les États-Unis avec ses 11 millions. Que serait cet empire sans la Guyane, sans la Martinique, sans... Je veux dire, mes frères, je crois qu'il est temps pour nous de venir réclamer notre dû. De dire, ok, on veut bien peut-être continuer à jouer le jeu de l'Empire, mais il faudra que ça soit aussi dans nos intérêts. J'entends ce discours. Pour nous, le peuple kanak, ce qui est cette voie-là, non, on dit simplement qu'on veut, on veut renégocier nos rapports et qu'on veut sortir et accéder à notre pleine souveraineté pour adopter d'autres. On n'est pas idéaliste, on sait très bien les accords postcoloniaux des années 60 et 50 pour l'Afrique. Mais on n'aura pas d'autre choix si on ne se jette pas le bain. C'est un peu l'allégorie de la caverne. Il nous faut faire le pas tous ensemble. Aujourd'hui, quand on partage, je partage avec les camarades, pour nous, GBH, il est présent en Kanaki, il avait jusqu'alors 60% du secteur de la grande distribution. Ok. On me demande, mais la question qui est posée, c'est quel moyen efficace pour... bon, je vous dis pas de suite ce que nous on a fait, parce que ce qui a été fait en Kanaki, c'est assez radical. C'est-à-dire qu'il y a 2,2 milliards de destruction de forts matériels qui a été brûlé, nos mers a été brûlées. Parce que tout simplement, on a devant ces inégalités, devant cette revendication, c'est ce double. Et pour ces jeunes-là, il n'y a aucun intérêt de voir un développement économique dans lequel nous, on n'y prend pas face, on n'a aucune part là-dedans. GBH, il maîtrise, il a le monopole sur le pneu avec Michelin. Il a des concessions, notamment Nissan. Il a été notamment, toujours par rapport à ce millefeuille juridique institutionnel en Kanaki. Il faut savoir que la Kanaki et la Polynésie, Tahiti, nos frères Maoris, ils ont comme nous une haute autorité de la concurrence. C'est-à-dire que là, je ne vous parle pas je vous parle pas d'une autorité qui a été déconcentrée pour venir. On est vraiment propre, permis par les statuts, par des lois organiques qui nous permettent d'avoir cette compétence-là. Elle a été créée en 2014, cette haute autorité. Elle a pu rentrer seulement en activité en 2018.
Entre-temps, elle a pu rendre une sanction pour le groupe Bernard Arnault. Enfin, pardon, le groupe GBH. Ça va ensemble. Oui, ça va ensemble, c'est ça. Voilà. Et en 2013, il y a une sanction dans laquelle ils ont dû verser au gouvernement de Nouvelle-Calédonie 68 millions de francs CFP pour des marges arrière. Donc, c'est ces outils-là qui sont développés, dans lesquels nous, on voudrait se voir naître aussi chez nos frères des autres colonies encore dominées, pour tout simplement assurer cette dignité dont on parle et dont nombreux prophètes s'en font les garants. Voilà. Merci à vous.